Tu n'es pas de mon sang, déclara le père lors de la lecture. La succession revient à Victoria et James. Mes demi-frères et sœurs sourirent triomphalement. L'avocat s'éclaircit la gorge. Monsieur Harrison, il existe un codicille dont vous n'aviez pas connaissance. Votre défunte épouse détenait des actifs séparés totalisant 23 millions de dollars. Ils sont intégralement transférés à sa fille. Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Cela permet à des histoires comme celle-ci d'exister. Maintenant, attention. Ce qui suit change tout. Tu n'es pas de mon sang, a déclaré mon père à travers la table de conférence en acajou, sa voix empreinte de la froide finalité d'un homme qui avait attendu des décennies pour prononcer ces mots à voix haute. La succession revient à Victoria et James. Mes vrais enfants. Tu n'étais qu'un bagage que ta mère a apporté dans ce mariage, un fardeau que j'ai toléré par obligation. Mes demi-frères et sœurs sourirent triomphalement depuis leur fauteuil en cuir, calculant déjà leur part de la fortune Harrison. Mais pourquoi le notaire chargé de la succession, maître Nathaniel Cross, s'est-il agité mal à l'aise sur son siège? Et pourquoi ces paroles suivantes ont-elles transformé le sourire de Victoria en une expression proche de l'horreur? Monsieur Harrison, je dois vous interrompre. Il y a une clause dont vous n'aviez pas connaissance. L'expression confiante de mon père vacilla. Quelle clause? J'ai vu tous les documents. Pas celui-ci. Votre défunte épouse, Eleanor, détenait des actifs distincts dans une fiducie établie avant votre mariage. Des actifs dont vous n'avez jamais été informé car la fiducie était structurée spécifiquement pour en exclure la connaissance par le conjoint. Maître Cross ouvrit un épais dossier. Ces actifs s'élèvent à environ 23 millions de dollars. Ils sont entièrement transférés à sa fille biologique, Meredith, au décès d'Eleanor. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Le sourire triomphant de Victoria s'effondra. James se pencha en avant. C'est impossible. Maman n'avait pas d'argent. Votre belle-mère possédait une fortune familiale considérable qu'elle a gardée séparée du patrimoine de votre père. Légalement, de manière totalement distincte. Maître Cross se tourna vers moi avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Mademoiselle Harrison, vous êtes l'unique bénéficiaire de la fiducie familiale Eleanor Mitchell. J'ai ici des documents qui requièrent votre signature. J'avais été l'enfant non désiré pendant 34 ans. Ma mère, Eleanor, avait épousé Richard Harrison quand j'avais 4 ans. Elle était une jeune veuve. Mon père biologique était mort dans un accident de chantier quand j'avais 2 ans, et Richard avait semblé être le salut. Riche, bien établi, offrant une stabilité que son travail de serveuse ne pouvait lui fournir. Ce qu'elle a eu à la place, c'est un homme qui en voulait à chaque rappel que sa nouvelle femme avait existé avant lui. J'étais ce rappel. Chaque fois qu'il me regardait, il voyait la preuve qu'Eleanor avait aimé quelqu'un d'autre avant lui. Il tolérait ma présence dans sa maison comme on tolère un meuble l'ait hérité d'un parent, subi, mais jamais accepté. Victoria et James sont arrivés quand j'avais 6 et 8 ans, respectivement. Ils étaient des enfants Harrison, légitimes, désirés, dignes de ce nom. Je n'étais que Meredith, la belle-fille qui devait être reconnaissante d'avoir un toit sur la tête. Tu as de la chance que je ne t'envoie pas en famille d'accueil, m'avait dit Richard une fois, quand j'avais 12 ans et que j'avais accidentellement cassé un vase. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu toucheras à des choses qui ne t'appartiennent pas. J'avais appris à être invisible. À prendre le moins de place possible, à avoir besoin du moins de choses possibles. À ne rien attendre d'un homme qui m'avait clairement fait comprendre que je ne méritais rien. Ma mère avait essayé de me protéger du pire. Mais elle était piégée, elle aussi. Financièrement dépendante, émotionnellement brisée, incapable de me protéger sans risquer la sécurité que son mariage lui offrait. Elle est morte quand j'avais 28 ans, après une longue bataille contre le cancer. Elle ne m'avait jamais parlé de la fiducie. La lecture du testament était prévue 2 semaines après ses funérailles. J'avais failli ne pas y assister. Richard avait bien précisé que je n'étais pas la bienvenue aux réunions de famille, et je supposais que la succession d'Eleanor, aussi modeste soit-elle, irait à son mari et à ses enfants. Mais Maître Cross avait insisté. Votre présence est requise, Mademoiselle Harrison. Il y a des questions qui vous concernent directement. J'étais arrivé en m'attendant à l'humiliation. Un dernier rappel que je n'avais pas ma place. Que tout ce que ma mère avait pu accumuler pendant ses 30 ans de mariage irait à la famille qui ne m'avait jamais accepté. Au lieu de ça, je suis entré dans une révélation qui allait tout restructurer. 23 millions de dollars, répéta Richard, la voix étranglée. Eleanor n'avait pas 23 millions de dollars.
Eleanor Mitchell avait 23 millions de dollars, le corrigea Maître Cross. La fiducie a été établie par ses parents avant votre mariage, structurée comme une fiducie transgénérationnelle pour protéger les actifs des réclamations du conjoint. Votre femme en était la bénéficiaire des revenus de son vivant, mais le capital a toujours été destiné à ses descendants biologiques. Ses parents appartenaient à la classe moyenne. Ses parents possédaient Mitchell Manufacturing. Ils l'ont vendu en 1987 pour 47 millions de dollars. La part d'Eleanor a été placée dans la fiducie, où elle a considérablement fructifié au cours des 37 dernières années. Mon esprit était en ébullition. Mitchell Manufacturing. Je n'en avais jamais entendu parler. Mes grands-parents avaient toujours semblé à l'aise, mais pas riches. Une maison modeste, des voitures raisonnables, rien qui ne suggère des millions d'actifs cachés. Ils l'ont gardé secret délibérément, expliqua Maître Cross en voyant ma confusion. Vos grands-parents s'inquiétaient des chasseurs de fortune. Ils ont établi la fiducie pour protéger l'héritage d'Eleanor de quiconque pourrait l'épouser pour son argent plutôt que par amour. Il fit une pause significative. La fiducie a été spécifiquement conçue pour exclure les conjoints de toute revendication sur le capital. Votre mère pouvait utiliser les revenus, environ 400 000 dollars par an, mais le capital restait protégé pour ses enfants. Elle n'a jamais dépensé 400 000 dollars par an, dis-je. Elle vivait comme si nous joignions à peine les deux bouts. Elle les a dépensés, mademoiselle Harrison, mais pas pour elle-même. La deuxième révélation fut encore plus dure que la première. Maître Cross produisit un autre dossier, rempli de documents financiers, de reçus et de correspondances s'étalant sur des décennies. Votre mère a mis en place un système de soutien parallèle pour vous. Les frais de scolarité universitaire que vous pensiez provenir de bourses d'études? C'est votre mère qui les a payés via la fiducie. Le donateur anonyme qui a financé vos études supérieures? Votre mère. L'aide pour l'apport initial que vous avez reçu pour votre premier appartement, attribué à un programme bancaire? C'est votre mère qui l'a arrangé. Je fixais les documents, voyant toute mon histoire financière être réécrite. Elle ne pouvait pas vous donner de l'argent directement sans soulever des questions de la part de votre beau-père. Alors, elle a créé des programmes fictifs, de fausses bourses, des aides qui semblaient provenir d'institutions plutôt que d'elle. La voix de Maître Cross s'adoucit. Elle vous a protégé de la seule manière qu'elle le pouvait, de façon invisible. Les larmes sont venues avant que je puisse les retenir. Toutes ces années à penser que j'avais tout gagné par moi-même, que j'avais échappé à la maison de mon beau-père par pur mérite et détermination. Ma mère avait été là depuis le début, m'ouvrant des chemins dont j'ignorais l'existence. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce que Richard surveillait tout. Si vous aviez connu l'existence de la fiducie, si vous aviez laissé échapper quoi que ce soit, il aurait trouvé des moyens d'interférer. Ses avocats lui ont conseillé le secret le plus total jusqu'à sa mort. Mais elle aurait pu le quitter avec tout cet argent. Elle y a pensé de nombreuses fois, mais elle avait peur de ce qu'il pourrait faire, de la manière dont il pourrait se venger. Et, hésita Maître Cross, elle voulait aussi protéger Victoria et James. C'étaient ses beaux-enfants, mais elle les aimait. Partir aurait signifié les abandonner entièrement à l'influence de Richard. Ma mère était restée dans un mariage misérable, avait enduré des décennies de malheur, pour protéger des enfants qui n'étaient même pas les siens, des enfants qui avaient grandi en me méprisant parce que leur père le leur avait appris. Victoria retrouva la première sa voix. C'est une fraude. Maman n'aurait pas pu cacher de l'argent à papa pendant 30 ans. Ce n'est pas de la fraude. C'est une planification successorale compétente. Le ton de Maître Cross portait la patience de quelqu'un qui avait expliqué des concepts juridiques à des héritiers pleins de droits bien des fois auparavant. Les actifs prénuptiaux détenus dans des fiducies correctement structurées ne sont pas des biens matrimoniaux. Votre père n'avait aucun droit légal sur l'héritage d'Eleanor, et elle n'avait aucune obligation légale de le divulguer. Mais le style de vie, elle vivait dans notre maison, utilisait notre argent. Elle a contribué avec les revenus de sa fiducie aux dépenses du ménage pendant des années. Environ 8 millions de dollars au cours du mariage, selon nos dossiers. Elle ne vivait guère en personne à charge. James prit la parole. Et nous alors? Nous sommes aussi ses enfants. Vous êtes ses beaux-enfants. La fiducie désigne spécifiquement les descendants biologiques. Eleanor vous a cependant laissé des legs personnels à tous les deux dans son testament, 100 000 dollars chacun provenant de ses actifs discrétionnaires. 100 000 dollars? La voix de Victoria monta. Meredith reçoit 23 millions et nous, 100 000? Vous recevez également des héritages substantiels de la succession de votre père, qui restent entièrement distinctes de la fiducie de votre belle-mère.
Meredith ne reçoit rien des actifs de votre père car elle n'est pas son enfant, cracha Richard. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. C'est exact, monsieur Harrison. C'est pourquoi elle hérite de sa mère à la place. La réunion sombra dans le chaos. Victoria exigea des audits, des enquêtes, des preuves que la fiducie n'était pas frauduleuse. James menaça de poursuites judiciaires. Richard restait assis dans un silence stupéfait, apparemment incapable de comprendre que l'épouse qu'il avait considérée comme dépendante et impuissante possédait plus de richesses qu'il n'en avait accumulé durant toute sa carrière. Maître Cross resta calme tout du long. Vous êtes libre d'engager des poursuites judiciaires. Je vous préviens que cette fiducie a été examinée par plusieurs cabinets d'avocats au fil des décennies et qu'elle est considérée comme inattaquable. Les avocats de la famille Mitchell étaient exceptionnellement minutieux. Nous trouverons quelque chose, insista Victoria. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas. La fiducie a été conçue spécifiquement pour résister exactement à ce genre de contestation. La famille de votre belle-mère avait anticipé que son mariage pourrait engendrer des complications. Le mot resta suspendu dans l'air. Complications. C'est ce que j'avais été toute ma vie dans cette famille. Une complication à gérer, à minimiser, et finalement à éliminer. Sauf que ma mère avait tout planifié depuis le début, me protégeant de manière que je n'aurais jamais soupçonnée, me préparant pour un avenir qu'elle ne vivrait pas pour voir. J'ai demandé un entretien privé avec Maître Cross après le départ des autres. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Ma mère a vécu 30 ans dans un mariage qui la rendait malheureuse. Elle avait assez d'argent pour partir à tout moment. Pourquoi est-elle restée? C'est une question à laquelle seule elle pourrait pleinement répondre. Mais il sortit une lettre, scellée et adressée à mon nom, de l'écriture de ma mère. Elle a laissé ceci pour vous. Peut-être que cela explique ce que je ne peux pas. Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il y a une autre chose que vous devriez savoir, mademoiselle Harrison. Votre mère n'a pas seulement accumulé cette fiducie. Elle l'a fait fructifier considérablement grâce à des investissements judicieux. Le capital initial était d'environ 11 millions de dollars. Son sens des affaires l'a plus que doublé. Elle a pris des décisions d'investissement chaque mois pendant 34 ans. Elle maintenait un téléphone distinct, un compte email distinct, une relation avec des conseillers financiers dont votre beau-père n'a jamais connu l'existence. Votre mère était. Il sourit légèrement. Pas la femme que votre père croyait qu'elle était. Loin de là. J'ai lu la lettre seule dans mon appartement, des heures après la fin de la réunion. Ma très chère Meredith, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu connais enfin la vérité. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire de mon vivant. Je suis désolé pour tant de choses. Ton père, ton vrai père, David, était l'amour de ma vie. Quand il est mort, j'ai cru que mon monde s'était écroulé. Puis Richard est arrivé, offrant la sécurité, la stabilité, un avenir pour nous. Je me suis convaincu que ce serait suffisant. Ça ne l'était pas. J'ai réalisé trop tard quel genre d'homme était Richard. À ce moment-là, j'avais Victoria et James, des enfants que j'aimais, même s'ils n'étaient pas de mon sang. Et je t'avais, toi, que Richard semblait déterminé à détruire par 1000 petites cruautés. Je ne pouvais pas partir. Si je t'avais prise avec moi, Richard se serait battu pour la garde, non pas parce qu'il voulait les enfants, mais parce qu'il ne supportait pas de perdre. Il aurait utilisé son argent, ses relations, ses avocats pour faire de nos vies un enfer. Et Victoria et James auraient été laissés seuls avec lui, entièrement façonnés par son amertume. Alors je suis resté, et je t'ai protégé de la seule manière que je le pouvais, de manière invisible. Chaque bourse, chaque subvention, chaque opportunité qui semblait apparaître par magie, c'était moi. Je t'ai regardé devenir quelqu'un d'extraordinaire, et je me suis assuré que tu aies les ressources pour devenir qui tu voulais être. Cet argent n'est pas juste un héritage, ma chérie. Ce sont 34 années d'amour que je n'ai pas pu exprimer ouvertement. Chaque dollar représente un moment où j'aurais voulu te dire à quel point j'étais fier, à quel point tu comptais pour moi, à quel point ton beau-père avait tort sur tout. Utilise-le pour te construire une vie qui te rend heureuse. Ne laisse plus la voix de Richard résonner dans ta tête. Tu as toujours eu de la valeur. Tu as toujours été assez. Tu as toujours été ma plus grande joie. Je t'aime pour toujours, maman. PS L'alliance de ta grand-mère est dans un coffre-fort à la First National. Elle voulait que tu l'aies pour ton propre mariage un jour. Je l'ai protégée de Richard, elle aussi. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Victoria et James, avec le soutien financier de Richard, ont contesté la fiducie pour cause d'influence indue et de fraude. Ils ont affirmé qu'Eleanor avait été manipulée,
que les documents de la fiducie avaient été falsifiés, que j'avais d'une manière ou d'une autre orchestré une conspiration de 37 ans pour voler leur héritage légitime. L'affaire a été classée sans suite en moins de 6 mois. La documentation de la fiducie était impeccable. Les archives financières étaient transparentes. De multiples témoins, avocats, conseillers financiers, agents de banque ont témoigné de la gestion indépendante de ces actifs par Eleanor pendant des décennies. La décision du juge a été cinglante, les plaignants n'ont présenté aucune preuve de fraude, de manipulation ou d'influence inappropriée. Ce qu'ils ont présenté, c'est du ressentiment que leur belle-mère possédait une richesse dont ils ignoraient l'existence et qu'elle ait choisi de la léguer à sa fille biologique. Ce n'est pas un grief juridique. C'est une déception familiale. Les Harrison ont été condamnés à payer mes frais de justice, environ 340 000 $. Richard m'a contacté 6 mois après la fin du procès. J'ai failli ne pas prendre son appel, mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou le besoin de tourner la page, m'a poussé à répondre. Meredith, j'ai besoin de te parler. De quoi? De ta mère. De tout. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café où aucun de nous n'était jamais allé. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, diminué d'une manière qui allait au-delà du vieillissement physique. Je ne savais pas pour l'argent, dit-il immédiatement. Pendant 30 ans, je n'ai rien su. Je vous crois. Je pensais qu'elle restait parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Parce qu'elle avait besoin de moi. Il eut un rire amer. Elle aurait pu partir n'importe quand. Elle a choisi de rester. Elle a choisi de nous protéger tous, y compris Victoria et James. Mais pas de moi. Elle est restée pour les protéger de moi. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. Le silence en disait assez. Je n'ai pas été un bon père pour toi, Meredith. Je me disais que c'était parce que tu n'étais pas de moi, mais c'était une excuse. J'étais cruel parce que je le pouvais, parce que tu étais là et que tu ne pouvais pas te défendre. Je sais que ta mère l'a vu, chaque instant. Et elle est restée malgré tout, construisant cette vie secrète, te protégeant de manière que je ne pouvais pas voir. Il secoua la tête. Je pensais que j'étais le plus puissant dans ce mariage. Je pensais que je contrôlais tout, mais elle me menait en bateau depuis le début. Que attendez-vous de moi, Richard? Le pardon? Je ne mérite pas le pardon. J'avais juste besoin que tu le saches. Je comprends maintenant ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait. Tu étais sa priorité. Tu as toujours été sa priorité. La conversation n'a rien guéri, mais elle a clarifié les choses. Richard ne s'excusait pas parce qu'il avait réalisé qu'il avait eu tort. Il s'excusait parce qu'il avait réalisé qu'il s'était fait déjouer. C'est son ego qui était blessé, pas sa conscience. J'ai quitté le café en sachant que je ne le reverrais jamais. Pas par colère, mais en reconnaissant que nous n'avions rien à nous dire. Nous n'avions jamais rien eu à nous dire. Victoria et James ne m'ont jamais contacté. On leur avait appris depuis l'enfance que j'étais inférieur, et 23 millions de dollars n'avaient pas changé leur conviction fondamentale. Si quoi que ce soit, mon héritage confirmait leur ressentiment, la preuve que même dans la mort, ma mère m'avait choisi à leur détriment. Ils ne comprenaient pas qu'elle nous avait tous choisis. Elle était restée dans un mariage misérable pour les protéger autant que moi. La différence, c'est que je le savais maintenant, et eux ne le sauraient jamais. L'argent a changé mes circonstances extérieures, mais pas mon identité. J'ai créé la fondation Eleanor Mitchell, finançant des bourses pour les étudiants de première génération, le genre de soutien invisible que ma mère m'avait fourni. J'ai investi dans le logement abordable, me souvenant de l'aide pour l'appartement qui m'avait semblé être de la chance. J'ai créé des opportunités pour des gens à qui, comme moi, on avait dit qu'ils ne les méritaient pas. Le rapport annuel de la fondation inclut une lettre de ma mère, modifiée pour préserver sa vie privée, mais qui capture sa philosophie: chaque enfant mérite quelqu'un qui croit en lui, même si cette croyance doit rester invisible. Parfois, le soutien le plus puissant est celui qui permet au bénéficiaire de croire qu'il a tout mérité par lui-même. L'alliance de ma grand-mère repose dans une boîte en velours dans ma chambre. Je ne l'ai pas encore portée. Je n'ai pas trouvé le bon moment, la bonne personne, la bonne vie qui lui rendrait justice. Mais je la sors parfois, tenant les diamants et l'or que ma grand-mère a protégés, que ma mère a protégés, et que je protège maintenant pour l'avenir que je me construirai. 3 générations de femmes Mitchell, gardant des secrets, accumulant du pouvoir, survivant à des mariages avec des hommes qui les sous-estimaient. Cette bague est plus qu'un bijou. C'est un héritage de résilience, de vision à long terme, de compréhension que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer. Richard est mort 2 ans après notre conversation au café. Je n'étais pas mentionné dans sa nécrologie. Non que je m'y attendais, mais j'ai quand même assisté à l'enterrement,
assise au fond, regardant Victoria et James accepter les condoléances en tant qu'héritiers légitimes des Harrison. Ils ne m'ont pas adressé la parole. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Et en les regardant célébrer un homme qui n'avait jamais mérité leur admiration, je l'ai enfin eu. Ma mère avait gagné. Pas par la confrontation, pas par des révélations dramatiques, mais par la patience, la planification et un amour exprimé de manière que Richard ne pourrait jamais comprendre. Elle m'avait donné de l'argent, oui, mais plus important encore, elle m'avait donné la preuve que quelqu'un s'était battu pour moi depuis le début, même quand je me sentais complètement seul. Il avait annoncé que ses vrais enfants hériteraient de tout, convaincu que 30 ans de cruauté avaient enfin payé. Il ne savait pas que sa femme, la femme qu'il avait rejetée comme dépendante et impuissante, me protégeait depuis avant même la naissance de ses enfants. 23 millions de dollars d'actifs cachés. Des décennies de soutien invisible. L'amour d'une mère exprimé à travers des fiducies, des bourses d'études et des opportunités qui semblaient être de la chance, mais qui étaient en fait son œuvre. Il pensait avoir gagné. Il n'avait même jamais été dans la partie. Les documents du notaire racontaient une autre histoire. Une histoire où la belle-fille non désirée était en réalité la personne la mieux protégée de la pièce. Une histoire où la femme discrète qu'il avait sous-estimée l'avait déjoué depuis le début.